Hop là, je lance l'enregistrement. Ouais, c'est bon. Très bien, vous êtes prêts, s'il vous plaît. C'est eux qui vont s'occuper de faire le bruit. C'est parti. Alors, on vient de présenter notre projet qui s'appelle MDMA pour Motion Detection Media Adapter. L'idée de ce projet, c'était assez simple, c'était de faire ce qu'on appelle un contrôleur MIDI. C'est-à-dire, normalement, les contrôleurs MIDI, c'est des appareils, comme par exemple des claviers, des choses avec plein de boutons et tout, qui sont faits pour contrôler un logiciel de musique par ordinateur. Et donc voilà, contrôler avec toutes sortes, des potentiomètres, des petits boutons, des trucs, voilà, et qui communiquent avec ce logiciel avec des signaux MIDI. Alors ça, on détaillera un petit peu après, mais voilà, c'est une norme qui est très utilisée en musique. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose qui soit compatible avec le logiciel qu'on utilise en vrai en musique, qui puisse être utilisé éventuellement sur scène, voilà, qui n'ait besoin d'aucun matériel, c'est-à-dire que ça va fonctionner grâce à la webcam de n'importe quel ordinateur. Et donc, il fonctionne en reconnaissant des mouvements de l'utilisateur. Voilà. Et ça doit être complètement configurable parce que voilà, le principe de la musique assistée par ordinateur, c'est vraiment que chacun fait sa musique comme il veut. Tout doit être à peu près ergonomique. Le fonctionnement, en gros, c'est l'utilisateur qui bouge devant sa webcam. La webcam détecte plus ou moins les mouvements. En fait, ce qu'elle détecte, c'est les mouvements dans certaines zones. On a des zones virtuelles dessinées par l'utilisateur qui vont réagir de telle manière. En fait, c'est pour simuler ce qui existe et aussi inventer d'autres choses. Simuler des choses sur des contrôleurs. On va avoir comme si on utilisait des potentiomètres invisibles, des choses comme ça. Ça déclenche des événements particuliers, ça envoie des signaux MIDI qu'on va récupérer sur un logiciel qui devient. Et tout ça est configurable et on verra, ça marche très bien. Alors, reconnaissance visuelle, je vais laisser la parole à Simon. Pour faciliter la connaissance des mains, on utilise les gants de main et comme ça on peut détecter les objets noirs sur le fond plus ou moins clair. Pour fonctionner correctement, le système a besoin d'être configuré. Pour la configuration, on doit définir la masque qui couvre le visage et les cheveux de l'utilisateur pour couvrir tous les objets noirs qui ne sont pas des gants. Et deux images dont un est avec les mains ouvertes et l'autre est avec les mains fermées. Premièrement, pendant la calibration, on masque les zones, qui sont définies par la masque et par les carrés dédiés pour les mains. Puis on détecte un point le plus sombre de l'extérieur, de ce qu'il reste, et comme ça on détermine le seuil au-dessous de laquelle on peut dire que ce sont les objets noirs qu'on doit trouver. Puis on calcule, après on multiplie ce seuil au coefficient un peu moins que 1 pour garantir qu'aucun objet ne sera pas détecté sur les mains. Puis on calcule la surface des mains fermées et des mains ouvertes. Comme ça, on détermine le seuil de la surface pour savoir si c'est la main ouverte ou fermée. Pendant le processus de calibration, on fait les mêmes opérations que pendant le boucle général du système. Qui est présenté sur ce slide. Premièrement, on binarise l'image en utilisant le seuil qu'on a calculé pour définir les objets seulement blanc et noir.
puis on masque les zones, puis on fait l'érosion image. C'est fait pour supprimer le bruit du caméra, des objets qui sont apparus par hasard. C'est pour vérifier qu'on détecte rien simplement. Puis on divise l'image sur deux. C'est fait pour ce qu'on détermine la position de la main gauche et de la main droite. Puis on détecte les contours de la main et d'après les contours, on fait une enveloppe convexe. Avec une enveloppe convexe, on peut calculer déjà les surfaces et déterminer la position de la main. Very simple. Et on peut détecter si la main est ouverte ou fermée. Après, c'est dans les surfaces à l'évolution de gestion des mouvements. Voilà, donc nous, ce qu'on envoie en sortie de l'NDMA, c'est donc des signaux MIDI, qui est un standard utilisé par les logiciels et les instruments hardware de création musique. Les signaux MIDI ont tous à peu près la même tête. Donc ils commencent par un octet de statut et un ou deux octets de données, voire plus pour certains signaux un peu exotiques. Et donc ce qui distingue l'octet de statut, donc qui détermine quel type de message est envoyé, c'est qu'il commence toujours par un bit égal à 1, alors que les octets de données commencent à un bit égal à 0. Ensuite, on a trois bits d'octet de statut, trois bits qui déterminent vraiment le type de message. Donc là, 001, c'est le code pour le note tone. Le tone qui va être souvent utilisé pour lancer une note ou qui va être utilisé comme signal par un logiciel pour lancer un clip audio, par exemple. Et ensuite, donc 4 bits qui vont donner en fait un identifiant de canal, parce qu'on peut demander à un logiciel d'écouter que les signaux qui sont sur tel canal ou tel autre, vu qu'on peut chaîner en fait. Les signaux peuvent traverser plusieurs logiciels dans la suite. Et ensuite, voilà, on a les un ou deux octets de données qui vont ici, par exemple pour un octone, le premier ça va être la hauteur de la note, enfin l'identifiant de la note, et le second qui va être la vélocité, c'est-à-dire la force à laquelle on veut jouer la note. Ensuite, voilà, donc il faut, pour pouvoir envoyer des messages MIDI, ou pour pouvoir écouter des messages MIDI, il faut des ports MIDI. Donc là, tout se passe sur l'ordinateur. La situation la plus favorable, enfin la plus simple, c'est que le logiciel de la NDMA crée un port MIDI qui soit visible par tout logiciel ou matériel annexe, donc qui va se mettre à écouter sur ce port MIDI et voilà, les signaux vont être transmis, etc. Alors ça marche, ça on sait assez bien le faire sous système Linux et Mac, parce qu'on utilise une bibliothèque qui s'appelle RTMIDI qui fait ça très bien. Sous Windows, c'est plus compliqué. La solution là, qui est quand même assez simple et qui marche assez bien, c'est d'utiliser des drivers MIDI virtuels, donc c'est des logiciels. On en trouve plusieurs sur le net qui sont assez légers et gratuits et qui se chargent de créer deux ports MIDI et de faire transiter les messages qui arrivent sur le in vers le out. Du coup, le logiciel NDMA, on lui demande dans la configuration du logiciel de se connecter à ce port MIDI et notre logiciel ou le matériel annexe comme un séquenceur par exemple, on va lui demander d'écouter ce qui est sur le out. Et il se passe en fait exactement la même chose que précédemment, sauf que là on passe par un intermédiaire qui finalement ne pose pas de problème. Ensuite, une fois qu'on est connecté, il suffit d'envoyer les messages, et là, en fait, c'est des fonctions qui seront implémentées par la bibliothèque RTMIDI, et donc ça pose pas de problème. Concernant la gestion de l'événement. Donc entre ces deux parties du programme qui sont la détection des mains et l'envoi des signaux, on doit détecter certains mouvements caractéristiques. Et donc pour ça, via l'interface, on pourra, plus tard, on peut définir des zones, donc en cliquant sur les points. Et ces zones vont être réparties, et c'est avec ces zones qu'on a travaillé sur la détection de mouvements. Donc les trois grands types de zones qu'on a, c'est premièrement les pads. Donc les pads, ça va être des rectangles dans lesquels on va pouvoir définir des événements ponctuels. Par exemple, le fait d'entrer la main dans le pad, de la faire sortir, de l'ouvrir à l'intérieur, ou de la fermer à l'intérieur du pad, vont déclencher des signaux MIDI qu'on aura définis au préalable, qui vont être envoyés sur les ports MIDI.
À l'inverse, on a le fader, qui va aussi être une zone, mais la différence c'est que ça va pas être un événement ponctuel. Ce fader va se comporter un peu comme un potentiomètre virtuel, et la valeur selon les axes x, y ou les deux, ou x et y il y aura un point en fait, qui va se déplacer, on pourra le déplacer avec la main. Et ce point va être transmis via la valeur MIDI. En fait, ça va faire varier une des deux valeurs de données d'un signal MIDI. Et ça nous permet de régler des effets, de régler le volume, vous allez le voir dans la démonstration, de modifier pas mal de choses. Enfin, le dernier type de données connectées, c'est le segment. Donc le segment se comporte un peu comme le pad, dans le sens où c'est un événement ponctuel. L'intérêt, c'est que le segment, il a deux sens, l'entrée et la sortie. Et il me permettra de simuler, par exemple, des frappes. Par exemple, si je veux lancer une note, je peux taper dans ce sens-là, et s'il y a un segment au milieu, il va voir que je déplace ma main, et donc l'événement entrée va être défini, et en mettant par exemple une note on sur une entrée, une note off sur une sortie, on peut déclencher l'équipe. On peut aussi s'en servir pour transitionner entre les différents onglets, parce qu'une configuration, vous allez voir, à plusieurs onglets, avec où les zones sont indépendantes, et donc ça permet de passer à une autre configuration. Si on était dans tel mode de musique, on passe dans un autre mode, en passant par un segment, on peut changer. Communication. Alors, en complément en fait, du logiciel, on a développé toute une section communication du projet, notamment à viser des musiciens. Alors, ça a commencé donc par la mise en place d'une charte graphique pour le projet, tout d'abord par un choix de couleur d'un logo, à la fois donc adapté à une musique assez révolutionnaire, et aussi au côté un peu rétro de la musique électronique. Donc cette charte graphique a été implémentée sur notre site internet en particulier. Ensuite, en termes de communication, on avait tout un volet de communication interne, donc qui consistait en tout ce qui est discussion dans l'équipe, ainsi qu'avec les responsables. Donc, par exemple, pour les demandes de financement, pour l'achat d'une Kinect qui nous a aidé pendant le développement. Et aussi sur un second volet de communication externe. Donc là, tout ce qui est diffusion numérique avec les acteurs du secteur de la musique. Donc, par exemple, on est en contact avec des producteurs qui nous permettront de faire tester notre logiciel par des DJ professionnels. On a aussi un site internet trilingue, anglais, français, russe, donc qui est actuellement 23 pages traduites, qui permet de suivre en fait toute l'avancée du projet au fil de notre développement, et aussi tout un volet de diffusion dans l'école, à l'attention des élèves, en particulier des étudiants, donc avec des affiches, des diffusions dans les médias étudiants, pour essayer de sensibiliser un peu tout le monde. Donc, tout ce qui est du plan de communication et les différentes parties du logiciel, on avait plein de petites briques, mais avec ces briques, il faut en faire un logiciel, il faut écrire tout ce qu'il y a autour, qu'en fait, et c'est ce que l'utilisateur voit, mais ce que l'utilisateur oublie la plupart du temps, c'est-à-dire toute la partie intégration et interface graphique. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que dès le début, on a essayé de choisir nos modules de manière à avoir un maximum d'interopérabilité entre les systèmes. C'est pour ça qu'on est parti sur un framework Qt pour l'interface graphique. Et donc, en flux tendu, dès qu'on avait des modules qui venaient donc de la partie MIDI, de la partie de détection des zones, on a pu comme ça construire assez régulièrement le projet, ce qui nous a permis de le tester en flux tendu. Et par ailleurs, ça nous a aussi permis de créer de nouveaux modules. Par exemple, à un moment, on avait la détection des zones, mais la détection des mouvements à la webcam n'était pas encore entièrement fonctionnelle. Du coup, ça nous a donné l'idée de créer un module qui permette de considérer la souris comme une troisième main avec les boutons pour savoir si on ouvre ou on ferme la main. Et aujourd'hui, toutes ces implémentations sont utilisables par l'utilisateur si jamais il veut s'en servir dans un autre cadre. Ça nous a permis de faire des tests sur une très longue durée, donc on pense que le logiciel est a priori sans bug, on a fait beaucoup de tests, et surtout on a travaillé sur la licence. Donc on est parti sur une licence CCIB qui ressemble à une licence GPL à l'international, mais qui était développée par le CEA, le CNRS et l'INRIA pour être adaptée au droit français et avoir plus de précision. Ça nous permet de distribuer notre code et tout en protégeant la propriété intellectuelle. Ensuite, alors on a pas mal d'idées d'évolution. Je peux en parler si tu veux. Déjà, le logiciel fonctionne, même si on pense qu'on va implémenter d'autres possibilités. Là, il fonctionne, on peut s'en servir, on fera une démonstration tout de suite. Mais il y a des choses à faire, notamment l'ENS nous a financé pour acheter une Kinect. On est en train de faire une version pour Kinect, donc le caméra en 3 dimensions Microsoft, donc qui sera beaucoup plus précise, beaucoup plus pratique, beaucoup plus tolérante en fait à l'environnement, c'est-à-dire que si les conditions de sécurité ne sont pas bonnes, on peut avoir des problèmes avec simplement l'ordinateur tel que c'est aujourd'hui, avec la
par exemple, on enregistre les configurations, c'est-à-dire aujourd'hui, pour pouvoir utiliser le logiciel, donc on dessine des zones, on définit les messages associés, etc. Là, c'est enregistré en gros de manière assez brute en binaire, c'est très compact, mais c'est lisible par un être humain. Sur le logiciel, on comprend ce qui se passe et après le retranscrit à l'image de l'ordinateur. On pense implémenter une version d'une configuration en XML pour être plus facile à échanger ou à modifier directement sans passer par un ML. Donc il reste encore quelques petites améliorations, des petites idées qu'on va mettre en place parce qu'on va continuer le projet, parce que ça marche et que ça nous intéresse. Et d'ailleurs, donc, lui va nous faire une petite démonstration. Ouais, on va vous montrer comment ça marche en direct. On va utiliser l'exemple parce que voilà, ça permet d'être bien précis. Mais on a essayé tout à l'heure et apparemment, même avec juste les mains, ça marche aussi. Mais c'est moins sûr quand même. Et donc voilà, je vais utiliser ça avec le logiciel de séquençage, samplage et tout ça, Ableton Live, qui permet d'avoir pas mal de possibilités en même temps, jouer des notes, lancer des boucles, enfin vous allez voir. Et si vous voulez venir tester un peu plus tard, attends. Ouais. On va pas vous faire la calibration parce qu'on l'a fait avant. Et puis c'est pas très rigolo. Et on a déjà chargé une configuration. Voilà, alors attends, je vais te montrer juste. Je veux qu'on montre l'interface de l'autre côté. Tiens, on montre juste créer une. En gros, ça ressemble à ça. Celle-là, je vais la cacher. C'est-à-dire qu'on a la zone dans laquelle on peut cliquer comme ça pour fabriquer de nouvelles zones, pour définir. Avec 3 types de zones, donc voilà. Si vous avez un récapitulatif des zones, on peut enregistrer. Là, c'est une configuration qui est assez complète, donc on vient juste de charger. En haut, on peut choisir différents onglets. Il y a pas mal de documents qu'on pourra vous montrer plus tard. On va d'abord faire une petite présentation du logiciel. On charge le truc. Ouais, normalement c'est bon là. Je vais remettre ça au milieu. Voilà. C'est différent, celle-là est. Les deux sont inversés comme ça, on peut voir dans le bon sens et vous pouvez voir dans le bon sens aussi. Donc avant de faire un vrai morceau, on va vous montrer juste des actions Essayez de faire en simples. sorte. Et après les combiner. Là ça va être bien. Et il faut faire voilà, sur Run. Ok, du son. Oui, du son. Alors, donc est-ce que ça tu marche? peux lancer une petite boucle? Alors là tu fais un petit bout de batterie, alors qui sont de batterie. Donc il y a du son, ça marche. Alors si on veut lancer une boucle, bon en fait, il faut dire que la musique provient de n'importe quel périphérique de musique, en l'occurrence c'est ça. Ouais, mais là ça ne sert pas. Bon, En gros, il y a un button live qui tourne derrière. Et voilà, mais on peut faire ça avec n'importe quel, même un synthétiseur qu'on aurait branché, enfin voilà. Donc si je peux lancer une boucle, par exemple, je fais ça. Une note de synthé. Et une note de synthé. Alors du coup j'ai rangé un peu les choses. Donc Et avec un. Les cheveux. pardon. C'est les cheveux. Ah ouais. Ok. Je pense que c'est bon, tu peux partir. Donc voilà, juste vous montrer un petit peu les fonctionnalités principales. Et donc voilà, on peut faire de la musique avec ça.
arriver bientôt en vente dans tout le monde. Non mais voilà, c'est utilisable par n'importe qui du moment que vous avez les logiciels et un peu d'habitude musicale, mais voilà, ça marche bien. Si vous voulez faire des essais, vous pouvez venir faire des essais et poser des questions. Allez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petite séance de questions additionnelles. Une question là, qu'au premier coup, parce que vous avez parlé d'un conducteur, etc. Quels étaient les besoins par rapport à ça? Parce que ça ne paraît pas dans la partie to-do, en fait, de ce que vous envisagez. Vous avez eu des retours par rapport à des besoins précis? Non, il n'a pas. Le conducteur là, nous a envoyé un mail parce qu'il était intéressé, il voulait savoir ce que ça faisait exactement. Il n'a pas encore utilisé. Il voulait tester ça avec des DJ qu'il avait dans ses relations. Je Je pense plutôt pour tester quelque chose d'original en termes de musique. Ouais, puis c'est un peu. Enfin, voilà, c'était pas mal de DJ qui nous ont contactés. Il y a une école de DJ, apparemment, ils voulaient essayer ça. Et mais bon, voilà, du coup, ouais, pour un DJ, ça peut avoir un côté un peu spectaculaire. Et en plus, c'est plutôt adapté, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que voilà, les mouvements qu'on fait sont le plus précis possible, mais ça reste assez imparfait. Après, pour un DJ, faire un mix, ça nécessite pas des mouvements voilà, à la double croche près. Donc, ça serait adapté pour ce genre de choses ici. Est-ce que ça peut être utilisé par plusieurs personnes en même temps? Est-ce que tu peux avoir plusieurs utilisateurs qui Sur une même fenêtre, non. Mais on a travaillé tout ce qui est interfaçage avec la webcam de telle manière que sur un seul et même ordinateur, tu peux lancer plusieurs fois le programme et gérer sur chaque programme chaque webcam de manière différente. Alors, on aurait pu brancher 2 webcams externes, se mettre à 3 et tout mettre avec le même logiciel de musique derrière. Par contre, en fait, la détection des mains au niveau de l'interface fait qu'on peut détecter qu'une main par moitié de caméra. Mais s'il y a 2 personnes, il va y avoir des interférences. Avec la Kinect, ça sert à mieux, ça peut être utilisé par n'importe personne dans un écran, c'est vrai. Ouais, du coup, la Kinect, on est en train de. Enfin, on va développer ça. Sinon, on peut faire aussi personne sur l'écran et 2 mains qui arrivent de chaque côté. Et qui... non, ça perd un peu le charme. Voilà, c'était d'autres questions. Ouais, par rapport à ce qui est fait, là, il y a possibilité de configurer, par rapport à ce que là vous avez pris des gants noirs, mais si je suis un DJ d'origine africaine, ça va marcher ou pas? Parce qu'on a vu, il y a un problème avec tes cheveux par exemple. Ouais, en fait, la détection est basée sur des contrastes. Donc en fait, c'est qu'on pourrait dire de tout inverser. À ce moment-là, il faudrait avoir des gants blancs, il faudrait que le fond soit noir. Mais par contre, effectivement, tu peux le calibrer. C'est quelque chose qui pourrait être facile. C'est une demande d'utilisateur, ça peut être implémenté rapidement. Mais on pensait que là, ça ne se voit pas vraiment, mais c'est vraiment très dépendant de la lumière. Et qu'en fait, tous ces problèmes-là seront vraiment réglés quand on aura la gestion de la Kinect. Sinon, la solution actuellement, c'est d'être une chose. Après, genre, avec la main, des fois, ça marche quand même, tu vois. C'est-à-dire la manche peut-être. Non, mais là, ça marchait, c'est juste qu'il n'y avait pas de son qui sortait. On voit qu'il détecte. Voilà, après, c'est pas plus précis parce que ça prend pas forcément des contrastes parfaits. Mais donc voilà, et a fortiori, si on a la peau noire, bah, c'est genre une plus facile. Même type de question, mais pour les DJ, plutôt dans des environnements assez sombres. Alors oui, ça c'est compliqué. On a essayé en faisant des tests avec différents types d'éclairage, on allait essayer ici, en essayant de braquer des lampes un peu partout. Je crois qu'en fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand il y a un éclairage un peu diffus comme là, parce que ça fait des ombres pas très contrastées. Bon, voilà. Pour les DJ, je sais pas, la plupart du temps, l'idée c'est que le DJ aussi, s'il utilise ce logiciel-là, c'est pour le côté spectaculaire qu'il y a avec le mouvement. Et s'il l'utilise dans ce cadre-là, probablement pour être vu, il y a un projecteur qui sera braqué sur lui qui du coup va régler le problème. Bah oui, en fait, tout ce qu'il faudrait pour un DJ, je pense, c'est voilà, une lumière, pas comme les lumières de boîte de nuit qui clignotent tout le temps et tout, et un fond à peu près uni. Mais mine de rien, c'est plutôt tolérant en fait comme logiciel. Ça n'a pas toujours été, c'est un peu compliqué, mais là, ça marche bien. Après, ça dépend de la qualité de la webcam, si elle arrive à reconnaître les. Et oui, d'ailleurs, on peut aussi régler ça si ça marche pas bien. La webcam elle-même envoie une image qui est déjà configurée. On peut regarder, on peut bouger un peu le contraste de la webcam, ça nous est arrivé pour faire en sorte que ça détecte un peu plus précisément. Est-ce que peut-être pour tous ceux qui les spectacles, tout ça, vu qu'en général, c'est quand même bien d'avoir plein de lumière dans tous les sens, est-ce que vous essayez de voir du côté de caméras qui sont infrarouges, des choses comme ça? Bah, du coup, la Kinect réglerait ce problème. En fait, l'idée c'est qu'on voulait utiliser une webcam parce qu'une webcam, il y en a sur quasiment tous les laptops et ça a évité d'avoir à acheter un périphérique. Oui, dès lors qu'on décide d'acheter un périphérique, on pense que la Kinect c'est franchement ce qu'il y a de mieux parce que ça va vous permettre une détection de bonne qualité dans toutes les circonstances.
Mais l'idée justement, c'était à l'origine, c'était un contrôleur MIDI sans matériel. Alors d'habitude, chacun a un petit peu des sous, il faut acheter un clavier MIDI, des pads, des machins. Alors oui, deux questions, vas-y. C'est juste c'est une question, une suggestion. Vous pensez à la Kinect, mais il y a un nouveau produit, le Leap, si vous avez entendu parler, qui sort et qui est à peu près 100 à 200 fois plus précis et beaucoup plus rapide. Le problème, c'est qu'en fait, il n'est pas adapté à toutes les plateformes pour l'instant. Tu peux pas développer sur Windows, Mac et Linux en même temps. D'accord, il y a un mois, il y a un an, le support est pas mal. Quand on avait commencé le projet, en fait, même si on avait commandé ça, on n'aurait pas pu dès le début. Oui, non, c'est certain. Mais enfin, c'était pour les développeurs futurs. Je vais même recadrer peut-être un petit peu par rapport à MDMA, mais c'était même pire que ça. C'est qu'au départ, ils s'étaient fixé l'objectif de partir uniquement sur la webcam. Et en fait, il y a un moment donné où il y a eu un petit moment de flottement, où ils se sont dit qu'on va peut-être pas y arriver, et du coup, il y a eu la commande de la Kinect qui a été faite pour avoir quelque chose de meilleure qualité. Mais ils ont relevé le défi, et du coup, ils ont réussi à faire ça même avec une simple webcam. Donc c'est vrai que... chapeau d'ailleurs. J'ai une question là qui dit que ça c'est l'expert en fait, qui dit que vous parlez de problèmes pour détecter les frappes sur votre site web, parce que vous basez vos détections de mouvement sur des techniques de morphomate. Oui. Et pourquoi vous n'exploitez pas des estimateurs de mouvement? En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment fait parce que c'était pas adapté ni nécessaire. Je pense qu'il fait référence à un truc qu'on avait dit. D'accord. Alors, je pense que vous faites référence à quelque chose qu'on avait voulu faire parce que c'était pour détecter, faire semblant qu'on tape sur un élément de batterie, une caisse claire, n'importe quoi, et que la caméra reconnaisse ce mouvement qui est une espèce de mouvement cassé d'un coup. C'était pas forcément facile et on avait dit des trucs du genre envoyé, on pourrait essayer de mesurer l'accélération, des choses comme ça. On a fait ça avec des heuristiques, on faisait le produit scalaire du vecteur vitesse et du vecteur accélération et en faisant des conditions sur les résultats obtenus, on a essayé de détecter des frappes. On a eu des résultats assez intéressants, mais ça restait relativement peu précis et surtout c'était extrêmement sensible à la distance à laquelle on était parce que l'amplitude change beaucoup. Et finalement, c'est pas vraiment nécessaire parce que les frappes, bon, ce qui est chouette aussi avec ce logiciel, c'est que par exemple les segments et tout, c'est des choses qui n'existent pas dans les contrôleurs MIDI habituels. Et donc on n'est pas obligé de reproduire ce qui se fait, comme les pads de batterie et tout. Là, on peut très bien remplacer ça par la main qui traverse les segments, comme on faisait tout à l'heure. Donc finalement, on n'en a pas eu besoin. Enfin voilà, c'était complexe et pas nécessaire. Voilà. Alors, il y a une autre question, c'est quelles sont les différentes techniques du point de vue d'implémentation entre la gestion des mouvements webcam et celui de la Kinect? Alors en fait, disons que notre logiciel, il y a ces deux modules séparés. On a un module donc, développé par Simon, que j'ai un peu participé, qui a travaillé sur la récupération de l'image, tout ce qui est détection des mains, donc comme ça a été présenté, avec la question de l'air et du barycentre. Et grâce à ça, on arrive à avoir donc deux valeurs de position et une valeur booléenne d'ouverture et fermeture. Et ça, c'est mis dans une autre structure de données, qui est une structure de main, qui est mise à jour et qui, elle, est entretenue régulièrement, histoire d'avoir la vitesse et l'accélération. Et c'est en travaillant sur ces choses-là qu'on peut voir l'interaction avec les zones. L'idée, c'est que quand on a voulu gérer la souris en plus des deux mains, il a fallu créer juste un objet de cette main supplémentaire dans la configuration et le relier à la souris. Et derrière, il était géré par tout ce qui est détection des zones de la même manière que les mains quand elles étaient envoyées par la webcam. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura la détection des mains par la Kinect, il suffira juste de rajouter autant de mains que nécessaire dans l'objet de configuration. Et derrière, ces mains seront traitées par le gestionnaire de zone régulièrement 25 fois par seconde, de la même manière que les autres. Donc en fait, ça va être relativement fluide et il y aura juste à faire la détection de main par la Kinect et après, tout va se fonctionner très naturellement. D'accord. Et dernière question, est-ce que vous envisagez d'utiliser la 3D dans la Kinect, la troisième dimension, jouer avec la profondeur? La détection fait... Pourquoi Kinect fait le jeu? Parce qu'elle utilise 3 dimensions. Oui, voilà, mais donc on pourra jouer... 3 dimensions pour le mouvement. Le caractère 3D, il va être utilisé pour détecter la main vis-à-vis de ce qu'il y a derrière. Mais donc ça revient dans l'idée de comme ça va être mappé vers le même type d'objet que les mains, le type 3D n'est pas exploité, donc n'est pas pour l'instant exploitable par les zones. Si on pourrait éventuellement le faire, à ce moment-là, on mettrait un caractère 3D constant pour tout ce qui est détection par webcam, et ça permettrait de créer de nouvelles zones et de nouveaux événements. Mais ça, on n'y a pas encore entièrement réfléchi. La 3D, c'était surtout un outil pour détecter la main vis-à-vis du reste de l'environnement. Est-ce que le logiciel est évolutif? C'est-à-dire, est-ce que si je veux venir avec un nouvel instrument ou un nouveau type de réglage au sein des instruments, ça va être complexe à ajouter au sein du projet?
Ou est-ce que vous avez En fait, les réglages, ils sont faits du côté MIDI. Oui, en fait, l'idée c'est que c'est Ouais. toujours à peu près les mêmes types de signaux, c'est juste quelques valeurs qui changent. Il y avait 3 OLP, en gros, il y a quelques bits dans l'octet de statut et les 2 octets de données qui sont juste, qui sont en fait arbitraires, qui n'ont pas forcément de sens a priori. Ça va être le logiciel qu'on utilise derrière, par exemple Ableton Live, c'est le cas, il va lui mapper telle commande à telle action et c'est lui qui s'en occupe. Voilà, en fait, regarde, il y a deux choses. Il y a un contrôleur qu'on peut paramétrer un peu, mais en fait, dans ce monde-là, dans cet esprit-là, ce qui se fait beaucoup, c'est on paramètre ça autant qu'on peut, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont se faire sur le logiciel de musique. Et c'est pour ça qu'au début, on s'est demandé est-ce qu'on fait telle ou telle chose dans le projet MDA même, est-ce qu'on autorise par exemple une même zone à envoyer plein de données différentes pour agir sur plein de choses en même temps. Et ça, c'est pas nécessaire parce que c'est ce qui va se faire au moment de ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire assigner. On peut le faire rapidement. Si je fais juste... là, on gère juste un instrument. Genre, voilà, je vais ajouter une zone qui va être un segment, et quand on lance dedans, on va donner un type de données, ce sera control change, je n'en ai qui n'est pas déjà assigné, il y a 6. 6 c'est le numéro de la note, sauf que là c'est pas vraiment une note, et on va donner une vélocité de 100, sinon ça sera pas pris en compte. Voilà, et là on va rajouter un truc comme par exemple, je sais pas, une boucle. Là par exemple. Voilà, et ce qu'on va faire c'est que là on va mapper ça, cet endroit-là. Je peux faire la souris. Ouais, mais là, voilà. Alors là, il a compris. Ce qui veut dire que maintenant, donc là, j'ai juste fait un truc très très simple. Tout le reste se fait au niveau du logiciel et c'est le cas de tous les contrôleurs. Donc maintenant, si je suis là et je fais ça, normalement, ça devrait être. Je sais pas s'il y a une son. Je crois que t'avais coupé le son tout à l'heure. Ouais. Un instant. Ouais, ça marche. Je vais sur le. En gros, l'interprétation des signaux MIDI qu'on envoie est gérée par le logiciel ou le matériel qui est derrière. Il y a quelques conventions générales dont on se sert, c'est pour ça qu'il y a des types de messages, noton, notof, etc., qui, elles, c'est en gros un espèce de cadre. Mais vraiment, l'interprétation de ces messages est... En fait, c'est des messages très polyvalents. Il y a les notes qui sont a priori faites pour lancer des notes parce qu'elles codent une partition musicale. En gros, elles codent. D'ailleurs, ouais, on n'a pas montré, mais quand on crée par exemple les pads qui font des petites notes en haut, on choisit le numéro de la note qu'on va mettre, on a un petit convertisseur pour dire voilà, si par exemple je veux faire un voilà, 440 Hz, ça va être le numéro 57. Voilà, bon, et donc c'est un convertisseur, et donc on choisit ça, on entre les données, ce qui fait que si on le connecte même à un synthétiseur, parce qu'on peut, là on utilise les instruments virtuels, sur des appareils comme ça, il y a une petite sortie MIDI, on pourrait le connecter à un synthétiseur et ça fait un piano automatique où juste on fait ça et il va jouer tout seul. Et même plus loin, on pourrait connecter ça à d'autres types d'interfaces. C'est-à-dire que si on a un matériel qui a de l'entrée MIDI, derrière on peut le contrôler, mais ça peut être autre chose que musique, ça peut être de la lumière, ça peut être absolument tout ce qu'on veut en fait. Le MIDI c'est quelque chose d'ouvert et on peut développer un outil matériel qui va prendre des entrées MIDI éventuellement sortant de ce logiciel-là pour contrôler absolument tout et n'importe quoi. Et ce qui est pas mal, c'est que voilà, les messages MIDI, donc il y a des notes, il y a des control change qui sont utilisés pour tout et n'importe quoi. Par exemple, pour les potentiomètres, c'est ça, mais aussi pour les segments, lancer toutes sortes de données. Normalement, les contrôleurs utilisent que ces deux-là. Nous, on a la possibilité d'utiliser d'autres types de messages MIDI qui étaient faits pour avant les vieux synthétiseurs, des trucs assez bizarres dessus. Enfin bon, voilà, ça donne pas mal de possibilités. Sur les logiciels comme ça, d'informatique musicale, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec tous ces messages. Enfin, c'est vraiment à configurer. Et donc pour les musiciens, c'est... Vous déclenchez une action dès que vous touchez à quelque chose, et on peut en superposer plusieurs ou pas? Oui, alors on peut, en fait on choisit quand on crée une zone, bon mettons qu'on crée un fader, on a le droit à cet axe qui va envoyer quelque chose et l'autre, éventuellement les deux en même temps. Quand on choisit un pad, on a le choix entre plusieurs actions. Est-ce que ça déclenche quand j'entre, quand je sors, quand j'ouvre ma main, quand je referme ma main? Voilà, alors choc c'est ce qu'on disait pour la... Faire une zone, ça va envoyer un signal quand on rentre, et si on ouvre à l'intérieur, ça envoie un autre signal. C'est la même zone, mais il y a plusieurs caractères. Voilà, du coup, ça c'est utile parce que ça peut faire plusieurs choses différentes, genre voilà, lancer une note et ensuite agir sur cette note qui n'est pas forcément faisable sinon avec un clavier ou quelque chose comme ça. Et on peut aussi superposer des zones. Ouais, bien sûr. Ouais.
sur l'écran, vous avez grosso modo une dizaine de zones possibles, donc là ça peut être difficile à gérer, je pense. C'est pour ça qu'il y a Alors oui, ce qui se passe, voilà, c'est qu'il y a, on a ces trois choses-là, qui sont trois onglets où il y a juste le masque qui est commun, parce que voilà, on navigue dedans. On peut passer de l'un à l'autre en direct en utilisant un segment, parce que quand on crée un segment, un panneau, il y a, quand on choisit, j'entre, quelle est l'action que je veux déclencher, il y a notamment, voilà, go to tab, 1, 2, 3. Donc voilà, pour naviguer dedans, là c'est ce que j'avais mis. Voilà. On a fixé le nombre d'onglets à 3, parce qu'on pense que c'est ce qui permet à la fois d'avoir beaucoup de commandes sans trop s'y perdre. Éventuellement, ça pourrait être possible de permettre que ce nombre soit paramétrable par l'utilisateur. Mais en vrai, c'est aussi, aussi un parti pris dans la plupart des contrôleurs. Voilà, un clavier, quand on va se vendre, il y aura forcément par un nombre de touches configurables par l'utilisateur. On est habitué à se débrouiller avec ça et je pense que ça suffit. Voilà. Et on peut faire des configurations qui sont utilisables par un DJ. Voilà, si on met genre, sur un, on mettrait plutôt des faders pour faire une égalisation, des choses comme ça, lancer des samples, éventuellement scratcher, des trucs comme ça. Enfin, voilà, ça veut dire quand même que certaines commandes sont accessibles qu'après un ou deux étapes pour y accéder, pour ouvrir les menus qui correspondent. Oui, mais on peut les mettre pareil, standard sur lesquels tout est accessible directement. Oui, ça dépend. Souvent, les contrôleurs MIDI, on peut aussi. Il y a des histoires de banque où il faut quand même appuyer sur les boutons pour changer, choisir le truc qu'il faut. Oui, mais il y a quand même plus de choix. Ma question, c'est est-ce que c'est pas une limitation bon, évidemment, le fait qu'il y ait de matériel, c'est un énorme avantage. Par contre, est-ce que justement, le fait qu'il y ait besoin de faire peut-être plus d'étapes pour atteindre certaines fonctionnalités, on est limité par la taille de la présentation parce qu'on peut faire moins de choses rapidement. En fait, c'est nous qui choisissons la place de nos zones. Donc c'est à l'utilisateur de mettre dans le même onglet les zones qui vont être destinées à être utilisées en même temps et dans des onglets différents, celles qui seront plutôt utilisées les unes après les autres. Par exemple, d'abord lancer des clips, et ensuite éventuellement gérer les volumes dans un autre ou mettre tout sur le même. C'est aux musiciens de choisir. Ouais. Une dernière. Est-ce que tu peux insérer d'autres détections, genre détecter quand il n'y a plus de mouvement pour dire la musique s'arrête, ou détecter des choses, genre l'apparition d'un élément quelque part dans la fenêtre Ça justement, c'est à voir. Ça détecte que les mains normalement. Ouais. Si tu veux faire des trucs un peu exotiques avec ça, tu peux dire, tu peux mettre. Ce sera juste à toi de mettre des zones qui veulent dire ça. Je sais pas si tu as vu, par exemple, j'ai mis un segment là qui voulait dire stop. Non, on arrête tout. Voilà, des choses comme ça. Et une fois de plus, le MIDI. Il faut passer dans le segment, tu vois. Tu veux pas détecter quand il y a du mouvement, comme ça. Ça détecte que les mains, détecter l'absence de main, tu pourrais faire une zone globale où tu dis quand la main existe, on stoppe tout. Non, mais il y a le moyen de détecter ça, c'est pas implémenté à la chaîne. Mais non, mais ça pourrait être utile. C'est pas forcément le plus utile parce que. Voilà, ce qu'on veut, c'est avoir un bouton on, un bouton off. En fait, le problème, c'est vers quoi on transfère ça. C'est-à-dire, éventuellement, on pourrait détecter quelques mouvements, quoique ça sera quand même relativement relativité parce que le fait qu'il y a quand même toujours un espèce de bruit de fond au niveau de la caméra qui va détecter des mouvements. Même en imaginant qu'on détecte qu'il n'y ait plus de mouvement, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas un signal MIDI universel. Il n'y a pas de stop MIDI. On pourrait choisir que ça envoie un signal et ensuite, toi, tu vas l'assigner à la commande stop sur ton synthétiseur ou ton logiciel de musique. Ça peut se faire, c'est pas forcément plus intéressant. Ouais. Il y a moyen de lier des segments, c'est-à-dire si on agit sur les deux segments en même temps, c'est un truc différent que si on fait l'un et l'autre. Alors, a priori non, mais je pense que ça, c'est typiquement le genre de choses que tu peux faire entre MDMA et le logiciel. C'est-à-dire que tu as des modules MIDI, il y en a des milliers sur Ableton Live qui existent. En gros, c'est des petits programmes qui vont s'intercaler entre les deux, qui vont interpréter tes signaux MIDI et en envoyer un autre. Par exemple, dire oh, je reçois un signal MIDI d'un segment, je reçois celui de l'autre, c'est bon, je peux envoyer quelque chose. Et qui font des opérations logiques sur ces signaux, c'est possible. Une fois de plus, c'est pas ce qui se fait trop sur des contrôleurs, on n'a pas trop pensé à ce genre de choses, mais c'est jamais impossible. Mais du coup, c'est pas forcément nécessaire, autant créer un autre segment qu'on voit directement le. Oui, mais justement, dans l'idée, c'est d'avoir le segment de ça. Et faire des combinaisons. Ça, c'est un truc de logicien, ça. Ouais. Une fois de plus, le truc, c'est que tout ce qu'on va juger un petit peu impossible ou compliqué du point de vue du logiciel vraiment et de l'envoi des messages MIDI, on pourra le gérer après à l'assignation des messages MIDI. Donc c'est pas trop grave. Ouais. Je vais faire juste un petit break pour ceux qui veulent partir, etc. pour respecter le timing, parce qu'à cause de midi, voilà. On va pouvoir continuer à poser toute une série de questions, etc. Je voulais juste d'abord remercier l'ensemble des M1 pour les travaux. Je pense qu'on peut les applaudir.